3, 4, yeah. L'actualité du cercle Aristote, elle va être assez chargée. La rentrée littéraire que vous attendiez est là. En tout cas, toute une partie sera sortie au moment de cet entretien. Donc, sont sorties la constitution iranienne commentée, c'est-à-dire comment comprendre le régime iranien, d'un jeune géopolitologue parfaitement persanophone qui a même fait une partie de ses études civilisationnelles, géopolitiques et religieuses à l'université de Téhéran. Ça doit être sympa, bienvenue chez les chiites, comme on dit dans le métier. Vous avez celui-là, vous avez le protéger ou disparaître, le débat français sur le protectionnisme d'un très grand économiste souverainiste qui est le professeur Yves Pérez, grand spécialiste du protectionnisme qui avait signé Les Vertus du protectionnisme il y a 2 ans, très très grand économiste qui est d'ailleurs un proche de Jacques Sapir, de Saint-Jacques Sapir. Nous avons également le manuel de Dieguez, là je vais un peu m'y attarder, qui sera sorti. Le manuel de Dieguez, qu'est-ce que c'est? C'est un manuel, c'est une histoire de la philosophie en 4 tomes. Alors c'est un bel objet, vraiment c'est un cadeau de Noël. Qui était Manuel de Dieguez, c'est un des grands penseurs français qui a été effacé par la doxa mondialiste. Je m'explique. Cet homme-là a eu raison 3 fois dans sa vie, 3 fois un peu trop tôt. Il écrit un ouvrage anti-stalinien en 1947, sur la barbarie qui vient. En 1947, critiquer les excès du stalinisme est un jeu dangereux pour un tout jeune intellectuel. Il a à peine plus d'une vingtaine d'années. Il va être protégé par Albert Camus. Ensuite, il s'attaquera aux excès de l'américanisme en 1957. Vous voyez, on n'est pas sur les gens qui se plaignent de l'Empire américain aujourd'hui. 1957, à l'époque où, quand on coupe les cheveux des petits garçons, on leur fait une coupe dite à l'américaine, où tout est à l'américaine. Ça l'isole encore davantage. C'est pourtant un homme qui va avoir une œuvre qui est assez comparable à celle de Régis Debray, ce qui dans ma bouche est tout sauf un défaut. Je vais venir sur le fond de son œuvre un peu plus tard, et en 1991, son dernier ouvrage majeur, c'est Essai sur l'universalité de la France. À ce moment-là, on l'efface. Cet homme est mort en 2019. Il a publié jusque sur son lit de mort, grâce aux soins d'une personne merveilleuse qui est sa femme Aline, qui nous collaborons et dont l'amour hors du commun qu'elle porte à son mari m'a énormément touché et m'a convaincu qu'il fallait l'aider pour une œuvre extraordinairement riche sur laquelle je viens. Manuel de Dieguez, si vous recherchez sur lui, vous verrez pléthore d'ouvrages. C'était un spécialiste de Erasme. C'était un homme qui, tous les jours, faisait plusieurs heures de latin et de grec pour pouvoir maîtriser les philosophes en langue. Il parlait couramment plusieurs langues, dont l'allemand, ce qui lui a permis d'entretenir des conversations avec des gens comme Heidegger et d'autres. Et donc, il a écrit sur la caverne, il a écrit énorme sur le rapport entre l'homme et l'imaginaire, parce que je vais faire une conférence filmée là-dessus. Dans le système de Manuel de Dieguez, la force de l'homme, ce qui fait que l'homme est sorti de la zoologie, c'est que l'homme crée des idoles et les détruit. Et donc, à travers son histoire de la philosophie, il vous met dans les mains de qui? De Don Quichotte et de Sancho Panza. Et en réalité, il fait de vous un chevalier de la philosophie qui va échanger et combattre les idoles philosophiques, pas du tout pour les détruire, le problème n'est pas là, mais pour les transcender. Donc vous avez 4 tomes vous avez Heidegger, vous avez Platon, vous avez toute la grande famille, y compris quelques philosophes oubliés. C'est le mémorial de la philosophie de Manuel de Dieguez, c'est le premier grand monument de son œuvre que nous publions, et nous publierons les autres dans les années à venir, car tout comme nous l'avons fait, et nous le ferons encore pour Norman Palma, tout comme nous l'avons fait pour Constanzo Preve, comme nous l'avons fait pour Ortega y Gasset, c'est notre rôle de ressortir les grandes œuvres du passé qui ont été effacées par quoi? Qui ont été effacées soit par la méconnaissance publique, soit par le mondialisme idéologique. Ce qui est le cas de Manuel de Dieguez, qui est un homme qui a été tout simplement effacé. Alors que c'est un homme qui publiait alternativement chez Gallimard et chez Albin Michel.
Donc si vous voulez, c'est pas... Là, on n'est pas sur des gens qu'on a effacés en effaçant leurs petits éditeurs. Là, c'était un homme connu, la mairie de Paris a fait émettre une médaille à son effigie, et puis un jour, parce que certaines personnes l'ont voulu, et ça, c'est le type français de la cancel culture qui, à titre personnel, me révulse, et contre laquelle je lutte avec les modestes moyens qui sont les miens, et entre autres, en vous mettant à porter ces 4 tomes d'histoire de la philosophie, qui sont très littéraires, parce qu'avant tout, pour De Dieguez, les grands écrivains sont des philosophes. Je le dis sincèrement, c'est l'une de mes grandes fiertés en tant qu'éditeur. Ça fait un peu d'huile de coude à faire, vu que c'est 4 tomes, c'est à peu près 1000 pages de texte. Bon, c'est un beau cadeau de Noël, quoi. Sera également sorti, certainement, l'appel à la jeunesse contre le covidisme du jeune intellectuel Rémitel. Là, on est sur la petite plaquette, là, vous allez pouvoir lire ça dans la poche. Et quelques autres ouvrages, nous en reparlerons en détail pour la vidéo de Noël, donc celle pour présenter tous ces ouvrages et les coffrets qui vont aller avec, comme chaque année. Et vous aurez des conférences et des vidéoconférences avec chacun de ces auteurs. En tout, il y aura à peu près 9 ouvrages qui arrivent et qui seront publiés. Une partie sera déjà dans les bacs au moment où sortira cet entretien. Pour les conférences, eh bien, au moment où sortira cet entretien, la prochaine conférence sera celle du 6 décembre avec le stratège suisse Bernard Wicht, sur les guerres intérieures. Donc, c'est un des ouvrages que nous avons sorti avec le Philippe Murer grâce à nos amis des éditions Jean-Cyril Godefroy, et grâce à Jean-Cyril, et que nous ne remercierons jamais assez. Évidemment, tous ces livres sont disponibles sur notre site, disponibles où vous voulez d'ailleurs, mais lisez-les sur les guerres intérieures, sur le risque de guerre civile ou sur le capitalisme du désastre. Bernard Wicht sera à Paris le 6 décembre. Le 13, vous aurez certainement un jeune auteur sur le bilan du macronisme. Et surtout le 20, je vous invite le 20 décembre, 20h, 10 rue Croix des Petits Champs, pour le grand salon des auteurs perspectives libres. Le professeur Yves Pérez sera là, Norman Palma sera là, Philippe Murer sera là, tous les copains seront là pour qu'on rigole tous ensemble. Qu'on enterre cette année de peste autour d'un bon verre et qu'on parle bouquin et baston. Voilà. Ma recommandation du mois, alors, l'ouvrage d'Olivier Milza, Clé pour notre temps, l'édition de l'Artilleur, non, il est dans mon sac, peu importe. Olivier Milza est un grand historien que vous allez vous habituer à sa présence au Cercle Aristote. Il vient de sortir ça aux courageuses éditions du Toucan l'Artilleur. Ce sont des leçons d'histoire et de culture générale très politiquement incorrectes et sincèrement, vous n'allez pas les regretter. C'est vraiment un très très bon livre. Pour ceux qui voient une assonance dans son nom, un historien nommé Milza, en effet, il est le fils du grand historien Pierre Milza, spécialiste entre autres de l'Italie fasciste, et qui était lui-même un homme de gauche très très à gauche, ce que son fils n'est peut-être pas nécessairement, qui est un très grand historien qui a fait un très très bon travail. Encore une fois, chapeau aux courageuses éditions du Toucan l'Artilleur et à leur courageux patron Damien Seriex. Ça se voit que nous arrivons en période électorale. Parce qu'en période électorale, il y a un double jeu qui est assez intéressant, qui est ce qu'on pourrait appeler l'échelle du perroquet mythomane. C'est-à-dire que vous en avez un qui mitonne, un qui rajoute au mytho, un qui fait du débunkage de mytho, l'autre qui fait du débunkage de mytho, mytho. Et bien là, on a quelques aveux qui tombent parce que l'ère électorale fait qu'à un moment, on doit quand même reconnaître une ou deux choses. Le Sénat, récemment, dans un rapport, vient de dire que le Made in France, on ne pouvait pas l'aider par la commande publique à cause du droit européen. Caramba, encore raté. Ce qui rend les promesses des uns et des autres, je pense à M. Gégaud, qui a déclaré il n'y a pas longtemps, ce qui nous a permis de nous rendre compte avec surprise, étonnement, une légère déception que M. Gégaud était encore en vie, que le pangolin l'avait encore indraté. La prochaine fois, on prendra un tigre. Hein. C'est pas aussi efficace que ça. Hein. Et M. Gégaud avait dit qu'il faut réserver 20% de la commande publique. Déjà, dans un pays normal, on réserve 100% de la commande publique. On fait travailler les siens. Enfin, c'est ça le nationalisme. On fait travailler les autres
dans une optique de développement, quand on veut se substituer aux importations, on fait d'abord travailler l'étranger, après on le copie et on commence à travailler à la place. C'est le système de l'État développeur. Mais on ne fait pas travailler les autres chez soi, pour le plaisir du libre marché et autres fadaises. Eh bien, même ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tous ceux qui diront le contraire mentiront. C'est exactement comme les exemples hongrois, danois sur l'immigration. C'est le volet mytho de l'alter-européiste, qui d'ailleurs, autre aveu, vous vous rappelez de M. Kunz, le brave chancelier autrichien. M. Kunz, vous vous rappelez qu'on m'avait un peu critiqué pour mon air suspicieux à l'arrivée du personnage. Le terme de planche pourrie n'était pas passé. Bien, M. Kunz, comme vous le savez, a d'abord viré les pseudo-nationalistes du FPO de son gouvernement. À un moment, on vire les figurants, hein, vous savez, hein, les frais de tournage, ça coûte cher. Ensuite, il est parti sous un scandale de corruption. Et juste avant de remettre le pouvoir, savez-vous avec qui il a voulu poser à quelques jours de son retour à l'anonymat? Avec un jeune homme qu'il a appelé sur son Twitter « a long time friend », Alexander Soros. Le fils de. Pour voir qui est Alexander, je vous renvoie à l'ouvrage de Thibaut Carlerzin sur Soros l'impérial. Voilà. Désolé d'avoir encore eu raison. Parfois on aimerait avoir tort, croyez-moi. Mais j'ai tendance à croire que quand quelqu'un nous dit assez clairement « je vais vous la mettre », qu'il a envie de nous la mettre. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on utilise toute sa puissance d'illusion en se disant « non, il ne me la mettra pas » que vous ne la sentirez pas passer. Mais bon, ça c'est un des problèmes psychotiques d'une partie de la droite. Autre aveu intéressant, de plus en plus on commence à parler du fait qu'en réalité une large part de l'immigration est intouchable. Tout simplement parce qu'en remuant le couteau dans la plaie, Zemmour a fait se délier certaines langues. Donc, commande publique intouchable, immigration intouchable, soutien à l'économie intouchable, rapport du Sénat. Bon, vous voyez que de plus en plus, on arrive vers le fait qu'à un moment ou à un autre, il y aura confrontation. Et qu'à force de baisser le pantalon, vous allez vers la défaite. C'est ça la saison des aveux. C'est-à-dire que l'ennemi avoue ce qu'avait très bien dit monsieur le repris de justesse, monsieur Breton. Ah mais vous savez, l'Europe, c'est simple, soit vous la prenez telle qu'elle est, autrement dit, c'est un peu comme Juncker, vous vous rappelez, pas de démocratie contre les traités. C'est-à-dire, vous la prenez avec moi, d'accord ? C'est-à-dire, je vous domine, je vous écrase la gueule. Soit, vous faites un référendum, vous vous cassez. Et il a raison, techniquement, il n'y a pas d'entre-deux. La réforme des traités est une fumisterie. Et d'ailleurs, l'escroquerie polonaise et l'escroquerie hongroise nous l'ont démontré. Voilà. Et la Pologne, ne vous inquiétez pas, pliera après un chèque du contribuable français comme d'habitude pour une affaire qui était une tempête dans un verre d'eau. C'est triste, mais voilà, un moment, on va arriver à la vérité nue. Et ça, je pense que beaucoup de gens devraient se préparer à affronter la vérité nue, au lieu d'en rajouter dans des stratégies d'évitement qui ne les mèneront nulle part. L'ennemi est prêt, il vous attend en frontal, et vous n'avez pas les moyens de l'affronter de biais. Vous n'en avez pas les moyens, vous n'avez pas les hommes, vous n'avez pas l'intelligence. J'y reviens par rapport au cas migratoire. Le regroupement familial est un droit garanti par l'Union. Il faut savoir que l'immigration est une matière communautaire depuis le traité d'Amsterdam, donc depuis la fin des années 90. Bon, c'est terminé. L'UE est immigrationniste pour des raisons à la fois patronales et idéologiques. Elle ne le cessera pas de l'être. Alors vous me direz, on peut toucher à certaines modalités du regroupement familial. Oui, c'est vrai, mais la directive de 2003 dit à une condition, c'est qu'on n'en entrave pas l'effectivité. Et donc, toutes les conditions que vous mettrez sont justiciables de la CJUE. Et la CJUE, croyez-moi, est très très laxe, pour qui connaît sa jurisprudence.
Donc nous, on avait fait un travail avec mon camarade Bessonnet là-dessus, c'est effrayant. Aujourd'hui, arriver à expulser quelqu'un, le flic qui arrive à mettre un mec dans l'avion, il faut lui embrasser les 2 joues et le képi. Alors après, on peut emmerder les gens qui ont des cartes de séjour. Ouais, vous les expulserez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, emmerder les étudiants, oui. Les faux étudiants, c'est une filière d'immigration. Oui, c'est une filière d'immigration illégale. C'est pas la principale. Je vous rappelle que le regroupement familial pour les Européens, c'est quelque chose de très lax. Hein. C'est pas uniquement les enfants, hein. C'est les ascendants et maintenant c'est les latéraux. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'aide des associations immigrationnistes. Et ces associations immigrationnistes, elles émargent où? Auprès des institutions européennes, auprès de l'aide aux ONG. Vous perdez au grattage, vous perdez au tirage. Alors après, vous pouvez être content avec ça. Et vous pouvez vous dire, voyez monsieur Claude Guéant, je le dis toujours, mais lisez Claude Guéant. Quand il a voulu emmerder les immigrés, il a retardé 20 000 arrivées. Lui, ministre de l'Intérieur tout puissant. Hein. Il a retardé 20 000 arrivées, qui sont arrivées immédiatement sous Hollande. Hein. Pas de la volonté d'Hollande, hein. On pouvait que les retarder. Il a retardé quoi? Les mariages à l'étranger. Caramba, tout ça pour ça. Je vous rappelle que quand le général de Gaulle donnait des ordres d'expulsion, c'était pour les Turcs à l'époque, on en virait des centaines, des milliers par jour. Et ça faisait pleurer personne. Au passage, c'était un acte strictement préfectoral. Vous n'aviez pas un juge là-dedans. Alors on peut me dire, tout ça c'est la faute des juges. Oui, tout ça c'est la faute des juges. Mais les juges, ils ont un droit immigrationniste pour eux qui est le droit européen. Et n'oubliez jamais, et toute personne qui vous dira le contraire est juste soit un malhonnête, soit un abruti, soit les qualités cumulatives, mon capitaine. L'Union européenne, et ne pas commencer par là, c'est ne pas comprendre le sujet, ou faire semblant de ne pas le comprendre, et ça c'est bien pire, ou en être un agent, ce qui est un cas d'une part non négligeable de la droite et de l'extrême droite française. L'Union européenne agit exactement comme un cancer. Exactement. C'est quoi un cancer? C'est une cellule qui vit pour elle-même. C'est le nec plus ultra de la vie et de la destruction. Une cellule qui vit pour elle-même et qui donc se multiplie. L'UE fonctionne exactement de la même manière. Elle entre dans les corps sains des États et elle se multiplie à partir d'organes faibles. Pour la France, la magistrature. N'oubliez jamais que le juge européen de droit commun, c'est votre juge national de premier degré. C'est-à-dire que lui, par la hiérarchie des normes, il doit obéir d'abord à l'UE. Et ça tombe bien, l'UE a son idéologie à lui. Et donc, il va jouer le droit de l'UE contre le droit national. Et le pire, c'est qu'il gagnera. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les magistrats au pas? Les Polonais ont déjà baissé leur froc là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à négocier? La Grande-Bretagne, qui avait sa monnaie, n'a pas négocié. Tant qu'elle a négocié, elle a perdu. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont aucune envie de négocier avec vous. Ils ont vos fonctionnaires dans la main. Ils peuvent vous faire trahir. L'avantage de l'Union européenne, c'est que la plupart de vos fonctionnaires de catégorie A, donc les plus hauts fonctionnaires, il y a 3 catégories de fonctionnaires, la plupart de vos hauts fonctionnaires, dès qu'ils sont en contact avec le droit européen, se retrouvent en situation d'être des agents de puissance étrangère et d'être en intelligence avec une puissance étrangère. Vous vous rendez pas compte de ça? C'est drôle, hein? L'UE, c'est un système institutionnel de trahison. Et à la fin, ça crée des classes compradors pro-UE, comme en Grande-Bretagne, qui détruiront votre pays pour le compte de l'UE. C'était ce qu'incarnait Theresa May. C'est ce qu'aujourd'hui incarne 95% de la vie politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Une classe parasitaire qui ne sont rien de plus que la bectance et la jactance d'une collaboration, ni plus ni moins. Vous aviez des collaborations de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite sous Vichy. Hein. Vous aviez des collabos venant d'à peu près partout. Hein. Simon Epstein fait de lourdes phrases là-dessus, sur le caractère hétérogène de la collaboration française. Voilà, c'est pareil. Donc vous avez le choix, soit vous coupez le nœud gordien, soit vous coupez votre nœud de ceinture pour faire baisser votre pantalon. Dans les 2 cas, il y a bien un truc qui va céder. Votre ceinture ou le nœud. Et vu l'anthropologie de la droite française,
Je pense que c'est les pantalons qui vont céder. That's them leaving. Alors, le boomerisme mental, moi je les appelle la génération sauterelle. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en essaim, ils bouffent tout, ils laissent rien. Alors attention, reprenons Ortega y Gasset. Le jugement sur une génération ne vaut pas jugement individuel sur tous les hommes de cette génération. C'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. On peut rappeler qu'il y a des boomers qui ont actuellement notre âge. Bien sûr, tout à fait, il y a des boomers qui ont actuellement notre âge. C'est un état d'esprit. Sinon, ce serait qu'un simple problème biologique et chaque mauvaise grippe ferait avancer la vérité. Prenons un exemple. Moi, à titre personnel, la réduction psychologiste du « oui, mais vous aimez pas vos parents », moi, mon père, c'est mon héros depuis que je suis gosse. Je ne me suis jamais engueulé avec mon père. J'adore mon père. Et j'adore ma mère. En plus, j'ai de vrais parents, moi. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Le problème, c'est un problème de génération. Mon père est de 48. 20 ans, 68. Bon. D'ailleurs, il a fait 68, qu'il est dans la même fac que Danny Braguette Magique. C'est absolument pas une question psychologisante. C'est un constat. Quand vous voyez les générations, chaque génération est marquée par un esprit. La génération des nés en 1890, de Gaulle, c'est des gens à qui on racontait le malheur de la France 1870 et qui ne rêvaient que de la venger. Et qui ont fait les bataillons scolaires de Gambetta et cette France hors du commun ça a fait eux. Ça a fait les poilus. L'esprit revanche. Voilà. L'esprit patriotique. Quand on a mis en esclavage une partie de ton peuple, quand on a tenté par 3 fois la dépopulation des partis occupés, quand on a humilié, moi j'ai des copains alsaciens, dont on a humilié les parents, dont les Boches ont humilié les parents. Il faut bien comprendre qu'à un moment, tu veux récupérer les tiens qui sont dans les fers juste à côté de chez toi. Sinon, t'es pas un homme. Tu vois ? Or, moi, tous ceux qui parlent du revanchisme, etc., si on en est là, alors, ça veut dire que tout peuple agressé doit fermer sa gueule. Bon, alors que j'en entende pas un me dire du bien des Palestiniens, par exemple, au nom de la lutte anti-revanchiste, me dire du bien des Kurdes, etc. Ok ? Donc, à un moment, le droit à la légitime défense, c'est pour tout le monde. Puis allons plus loin. Le revanchisme de la femme violée. C'est du revanchisme, après tout. Ah oui ? Les violés. Fallait pas le laisser entrer. Puis voilà. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, un mec qui dirait ça, c'est le dernier des salopards, faut le finir à coups de pied. Bon, eh bien là, c'est pareil. Comme une femme violée, une nation a le droit de se défendre. Vous avez l'esprit des 20 ans, 40, c'est-à-dire des gens qui naissent dans les années 20, cet esprit extraordinaire de gamins qui vont crever dans la résistance. La moyenne des mecs qui se sont tués dans la résistance, elle est à 20 ans. Hein. C'est extraordinaire. La génération qui part à la guerre d'Algérie. Et vous avez nos boomers. Nos boomers naissent quand ? Ils naissent entre 45 et 55. Et en réalité, ils vont être épaulés par la génération juste avant eux, c'est-à-dire ceux qui naissent en 40. Pourquoi ? Reprenons les écrits d'un grand historien gaulliste et catholique, Pierre Chenu. Pierre Chenu est l'un des plus grands historiens de ce siècle. Penseur de l'histoire longue. Pierre Chenu avait dit quoi ? L'Occident a certainement perdu le sens du sacré entre 1955 et 1965. C'est assez vrai. En réalité, ça se termine à la fin des années 60. Là où les boomers entrent en fleurs. Ça veut dire quoi, la fin de l'esprit religieux ? Ça ne veut pas dire la fin de la croyance en Dieu. Il y a un problème il y a une montée de l'incroyance. Enfin, il y a des poches d'incroyance en France, des Rabelais. On n'en est pas mort, hein. C'est pas ça. C'est de se comporter comme une société religieuse. Une société religieuse, c'est pas une société de mysticisme, tu sais, où chacun a des pattes de lapin, ou où tu vois, les gitans, je crois qu'ils appellent ça le 4e clou, c'est-à-dire des clous porte-bonheur qui sont grands comme ça, etc. C'est pas une société superstitieuse. Une société religieuse, religarée, reliée, une société de communion.
Tu peux avoir des sociétés de communion sans Dieu, hein. Ou avec des dieux très effacés, type paganisme hellénique. Mais des sociétés du lien, des sociétés de la chaleur. Et ces sociétés se définissent comment? J'ai une place dans la lignée. Il y avait de grands hommes après moi, et je suis là pour permettre le passage de témoins. Il y a un au-delà, pas nécessairement d'ailleurs, alors ça aide quand c'est l'au-delà, tu vois, le royaume des morts, on va t'accueillir avec du mousseau et des biscuits, bon, pourquoi pas? Il y a un au-delà, c'est-à-dire, je ne mourrai pas complètement. Il y a un au-delà de moi. Les boomers sont la première génération à dire, non, il y a moi. Moi. Si même une 4e dose, 5e dose, 10e dose, si ça me permet de vivre jusqu'à 100 ans n'étant pas trop mal, j'ai rien contre. Ils reprennent le mot de Rifkin, le penseur du mouvement hippie, just do it. Just do it. Hein, le problème de just do it, c'est qu'à la fin, ça fait des sociétés perverses. Parce que c'est des sociétés qui n'ont pas de surmoi. Il n'y a rien qui les arrête. Ils se disent pas, c'est pas bien pour mes gosses, c'est pas bien pour ça. Ça fait des sociétés de l'irresponsabilité. Et quand tu es dans une société de l'irresponsabilité, tu compenses par quoi? La bureaucratie, la procédure. L'irresponsabilité généralisée. C'est pas moi, c'est la tonne de papier. C'est jamais ma faute. D'ailleurs, quand tu parles aux boomers mentaux, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est pas ma faute. C'est jamais ma faute. C'est pas nous. Oui, on a fait 68, mais oui, d'accord, on apprenait la pédophilie, mais c'est pas notre faute s'il y a des pédophiles. Vous avez signé une tribune, Monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires, avec les jeunes. C'est une connerie, alors. C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement oui, aujourd'hui. Oui, je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était c'était l'après 68, oui. Et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Ou alors, c'est pas notre faute, oui d'accord, on a fait venir les immigrés, mais c'est pas notre faute si aujourd'hui l'immigration se passe mal. C'est jamais leur faute. Jamais. Tu l'as remarqué ça? Irresponsabilité. Premier trait de caractère. L'irresponsabilité va avec la légèreté. Il n'y a plus de tragique, il n'y a plus... d'ailleurs, il n'y a plus de tragique, mais tout est dramatique. C'est des drama queens. C'est des drama queens. Tu vois? Là aujourd'hui, ouais, mon vaccin. J'avoue, j'en ai un peu ras-le-bol de la Covid, donc oui. Tu marches dans la rue sans parapluie, c'est à cause de toi qu'il pleut. Ce qui est la même chose que tu n'es pas vacciné et je le suis, tu vas me tuer. Non, théoriquement, un vaccin non immunisant n'est pas un vaccin. Mais j'ai besoin de te dominer, et parce que moi, il n'y a rien au-delà de moi, il n'y a rien au-delà de ma petite personne, il n'y a que la vie nue, ma vie nue, et qui me donne le droit d'écraser la tienne. Et pour ça, je fais des drames. Tu les as remarqués, tous ces petits vieux? Ah ouais, moi j'étais très content d'aller fliquer les gens avec le pass. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Drama queen, collabo de merde. Pourquoi? Parce que pour eux, plus rien n'est tragique. Si tu crois au tragique, tu crois qu'il y a un sens de l'histoire au-dessus de nous. Et tu crois finalement que nous sommes sur les pièces d'un gigantesque échiquier. Et c'est ça qui est dramatique, enfin qui est tragique. C'est que finalement, tu peux tout faire face au fatum, mais à la fin, c'est la mort qui gagne, à titre tactique, pas à titre stratégique. À titre stratégique, c'est la vie qui doit l'emporter. Mais la vie, elle est que collective. Si la garde des chefs d'État iraniens s'appellent toujours les immortels, c'est collectivement qu'ils sont immortels. C'est pas les mêmes depuis Xerxès. Tu vois, même Valéry Giscard d'Estaing est mort, tu vois. Ce qui prouve que même les mauvaises choses ont une fin. C'est cette génération-là qui a été la première à la perdre. À perdre ce sentiment sacré qu'en fait, et ce sentiment d'un côté assez doux, que collectivement nous résisterons à la mort. Parce qu'en fait, il y a une sorte de prométhéisme du boomer. Mais comme anthropologiquement il n'a pas de colonne vertébrale, tu ne le vois pas. Parce que comme il n'y a que lui qui compte, à la fin des fins, c'est horrible. Parce que à la fin des fins, ça veut dire que ta mort, elle est à toi. Qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de société, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. C'est pour ça que souvent ils font des retours de la foi dans le dernier stade. Et que souvent ils pourrissent la foi. C'est eux qui ont tué l'Église catholique, hein, très clairement.
hein, avec le christianisme pro-migrant, etc., et toutes ces saloperies. Pourquoi ? Parce que sur la fin, ils font un retour. Parce que sur la fin, ils sentent que ce que De Gaulle appelait le froid éternel. Être un vrai athée, non. Il faut avoir une vraie colonne vertébrale. Pour dire le froid éternel, oui, je marcherai à travers. Onfray les admire, il a raison. Les vrais païens ou les vrais athées méritent d'être admirés. Mais ces gens-là ne sont pas de vrais athées. Ces gens-là sont même pas des agnostiques. C'est juste des je m'en foutistes qui veulent une béquille spirituelle parce que dans leur société de l'irresponsabilité, pour eux, Dieu est un bien de consommation comme tout le reste. Et le collectif est un bien de consommation. Leurs enfants sont des biens de consommation. Ils les ont faits pour des raisons psychologiques pour la plupart. Et d'ailleurs, ils les ont souvent délaissés. Et plus ils se sont idéologisés par l'idéologie de leur génération, pire ça a été. Vous voyez tous les témoignages de ces jeunes gens qui ont été élevés par des boomers idéologisés, souvent gauchistes, ça a été une horreur. Une horreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont négligé les gosses. Comme aujourd'hui, ils négligent le bien des populations. Vous voyez les sondages, ils veulent picouser les gamins, les jeunes enfants, ma fille, pour leur bien à eux, alors que ma fille ne peut pas leur transmettre la truc. Et si pour ma fille ça se passe mal, je suis autorisé à en flinguer combien ? Légèreté, irresponsabilité. 2 mamelles du boomerisme mental. Il y en a une troisième, qui se surajoute aux 2 premières. Le nihilisme. C'est-à-dire que, pour eux, comme il n'y a pas de responsabilité, donc il n'y a pas de chaîne causale et logique. Tu vois ? Il y a de l'immigration, tu vois, cas typique, ils ont été agressés dans la rue. Tiens, on va prendre l'exemple de Monsieur Tapie, qui les représentait très bien. Tapie sur ce combat-là. En colère. Parce qu'en plus, vous oubliez de dire l'essentiel. Si tu ne te vaccines pas, parce que tu veux pas, et que t'en crèves, t'as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. 2 ménestrels de troubadours se pointent chez eux, appelons-les Mamadou et Mokhtar. Sire Mamadou et Mokhtar. Hein, bon, il y en a certainement un qui s'appelait Emmanuel Victor et l'autre Jean-Baptiste, mais admettons. 2 férus de Victor Hugo. 2 férus de Victor Hugo, ah bah, c'est le minimum. Commencent à légèrement leur tarter la tronche, et que dit Bernard Tapie, j'ai toujours été de votre côté. L'autre, 1 éclate de rire, et 2 en rajoute une. Pourquoi pas ? En disant, ce temps-là est révolu. Je pense d'ailleurs que la phrase a été légèrement retouchée, parce que je la trouve, grammaticalement correcte, ce qui, bon, j'ai soutenu l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a de la délinquance issue de cette immigration. Je me la prends dans la gueule. Nous sommes d'accord que c'est une chaîne logique tout à fait simple. Action-réaction, pain dans la gueule. C'est pas conduire un sous-marin nucléaire tactique. On est d'accord. Non, c'est pas compliqué. Eh bien, vous voyez, pas de chaîne logique. Tapie comprend pas. Comprend pas. On a fait l'Europe. Oui, mais on a défait la France. Mais on voulait défaire la France. Mais la France est défaite. Oui, mais pourquoi ? Alors que c'est vous qui avez chanté Hexagone avec Renaud. C'est vous qui avez lu qui avez poussé Bernard-Henri Lévy. C'est vous qui avez lu l'idéologie française. C'est vous qui avez poussé Stirnel et Paxton. Maintenant, il n'y a plus de France. Vous l'avez voulu. Et aujourd'hui, certains d'entre vous deviennent des boomers de droite qui vont se branler sur Zemmour, contre lequel je n'ai rien, bien au contraire, sans faire toujours l'examen de conscience de votre génération. Et le pire, c'est que vous l'avez refilé une partie de vos rejetons. La génération Sauterelle a fait des petits. C'est là où on peut parler de boomerisme mental, parce que là où ça devient un mouvement. Et d'ailleurs, les plus boomers de tous, c'est les nés en 70, 75, 76, qui sont les enfants des premiers, et qui veulent continuer ce même système idéologique, non-causalité, irresponsabilité, légèreté, nihilisme, qu'ils noient généralement dans la société de consommation. Tu vois, par exemple, quand tu vois les gens qui veulent de la sobriété heureuse, c'est assez souvent des gens assez jeunes. C'est rarement les vieux. Les vieux, ils ont un besoin d'accumulation. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un fait identitaire. Tu vois ? C'est un fait identitaire.
Alors attention, la génération des années 90-2000, donc nos petits frères, retombe dans l'accumulation, mais eux, ils n'en auront pas les moyens, donc ça sert à rien de les... Et en plus, eux, ils sont innocents, c'est des mômes. Hein. Eux, ils sont innocents, ils ont rien fait à personne. Ils sont tributaires des erreurs des autres. Et quand on est courageux, on s'attaque aux négriers. Pas à leurs esclaves. Le problème, c'est que c'est là où le boomerisme devient une sorte de patte générationnelle qui est en réalité une logique évolutionniste de groupe pour une partie de la bourgeoisie qui gagne de l'argent à détruire la société et qui assure sa prédominance sociale par la destruction des valeurs communes. C'est là où la pensée 68 fait système. C'est là où tu passes de Just Do It, Rifkin, à GECO, dans les années 80, Michael Douglas. Tu voulais redresser la Blue Star et pas la flanquer définitivement par terre. Tu t'es bien servi de moi? Tu te balades comme un aveugle sans canne blanche. L'argent et le fou font rarement bon ménage, petit gars. Mais pourquoi tu fous cette compagnie en l'air? Parce qu'elle est foutue, pauvre cloche! J'ai réétudié le dossier, j'ai changé mes batteries. Mais ces gens vont perdre leur job, ils vont se retrouver à la rue. Mon père a travaillé là pendant 23 ans et je leur ai donné ma parole. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. C'est-à-dire, tout ce système du non-tabou, tu vois, c'est-à-dire tu détruis le tabou. Le tabou, c'est ce qui s'oppose au pillage, anthropologiquement. Et plus tu fais reculer le tabou, plus tu fais avancer la marchandise. Eh bien, ce système qui était issu d'une génération de sales mômes, qui avaient grandi à l'ombre de la reconstruction, qui avaient eu tout ce que l'Occident pouvait leur donner de mieux et qui ont décidé de refermer la porte derrière eux, c'est là où ça devient une logique évolutionniste de groupe, c'est-à-dire un système de pouvoir, c'est-à-dire qui est l'antithèse du mouvement de civilisation de l'Occident sur 25 siècles. C'est quoi le mouvement de l'Occident sur 25 siècles? Un des mouvements, parce que si tu veux, on va pas faire, mais un des mouvements. Alors, tu as les gens qui te diront c'est le mouvement de contrainte pour le futur. Cas typique, l'épargne très pieuse des pays protestants. En prévision de l'hiver. En prévision de l'hiver. Très bien. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre mouvement de l'Occident qui est important, mais qui est d'ailleurs lié à celui-là. Ce que nous faisons dans cette vie résonnera dans l'éternité. C'est-à-dire le fait de donner de grands exemples et de vouloir, par-delà la mort, donner un capital symbolique. Et donc, le capital symbolique, c'est important. C'est la colonne vertébrale, c'est le cerveau reptilien, c'est ce qui fait que tu te tiens droit, etc. Tu vois, supérieur à ceux qui vont nous survivre. C'est le principe du seppuku au Japon. Je laisse ma place à celui qui fera mieux que moi. C'est l'un des sens du seppuku au Japon. Sur cette pierre, je bâtis cette église. Exact. Tiens. Eh bien ça, c'est ça, ce qui a fait de nous ce que nous sommes. D'autres, à partir de ce moment-là, mouvement inverse. Non. Rappelle-toi la phrase de Méphisto, chez Goethe. Je suis l'esprit qui toujours nie. À eux, c'est l'esprit qui toujours nie. À une différence près. Négation, nihilisme, légèreté. Nihilisme pris en sens courant. La philosophie du nihilisme, c'est quelque chose de beaucoup plus, même parfois d'un peu pâteux. Lisez Pierre Le Vigan, il s'en est très bien sorti. C'est une notion qui colle au doigt. Marécageuse. Marécageuse. Nihilisme en sens courant. Mais n'oubliez pas légèreté. Pourquoi? Parce que Méphisto, ça se termine mal pour lui. Justice immanente. Vous avez un autre personnage qui est un peu l'équivalent de Méphisto, mais en beaucoup plus prométhéen dans la littérature française. Qui c'est? Don Juan. Et Don Juan tombe face au commandeur. Don Juan, ça se termine mal. Et c'est d'ailleurs la grandeur de ces personnages. Il fallait des transgresseurs, à une condition, c'est que les transgresseurs soient punis. Et qu'on utilise leur transgression pour aller vers le mieux collectif après la punition. Alors que là, la transgression ne coûte plus rien. La transgression devient un système. Et donc, quand la transgression devient un système, ça fait des petits mecs. Prends-les aujourd'hui. Aujourd'hui, tu penses que Antoine de Caunes, il y a 20 ans, était vachement subversif par rapport à ce que tu vois. Antoine de Caunes, il y a 20 ans. Tu vois, t'en es à regretter Antoine de Caunes il y a 20 ans, quand il joue Gérard Langue de pute. Mesdames, je suis ravi de voir que vos petites rivalités féminines
ne vous empêche pas de faire bonne figure en public. Parce que ça devient de plus en plus une machine à faire des petits mecs. Et à la fin, tu termines avec une assiette de pâte bolognaise dans le slip. Stratégie évolutionniste de groupe, détruire les perceptions de la société, les concasser pour en faire du business. Le boomerisme mental devient système. En partie, oui. En partie, oui. Parce que, en réalité, on te rappelle bien la phrase, si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est pas uniquement Dieu. Dostoïevski est un homme pieux. C'est pas Dieu, c'est Dieu, principe. Quand il n'y a plus de principe, oui, tout est permis. Et quand tout est permis, c'est les petits mecs qui gagnent. Et ça, c'est vrai. Parce que les hommes, ça s'empêche. Les brutes, ça se lâche. Voilà, c'est pour ça que l'homme ne viole pas. Exact. Tu vois, c'est Dieu s'empêche, se lâche. Et là, on est dans une post-civilisation du « faut se lâcher ». Et à partir de quand on nous a dit qu'il fallait nous lâcher ? De la fin des années 60. Avant, il fallait s'empêcher. Et un homme était... D'ailleurs, c'était une des plus belles qualités qu'on pouvait trouver à un homme, c'est un homme plein de... Retenue. Et aujourd'hui, petits merdeux, qui ne sont que les fils de leurs parents. Et le problème, alors tu me diras, est-ce que ça va s'arrêter ? Oui, pour une raison. La génération sauterelle a aussi enfanté des modèles à l'étranger. Pour une raison, c'est qu'elle est liée à une certaine évolution de la forme capitale qui est pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu en as en Asie, les enfants de l'enfant unique ressemblent un peu à ça, etc. Ça va s'arrêter parce qu'à un moment, les limites anthropologiques vont être atteintes. Et elles vont être atteintes en même temps que les limites géologiques et écologiques. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier une chose. Ces gens ont vécu non pas uniquement la démocratie carbone, mais l'économie carbone. C'est-à-dire une économie de l'énergie pas chère et abondante. Je ne dis pas attention, moi je ne suis pas, si tu veux, un collapsologue Resident Evil. C'est-à-dire, tout va se terminer avec entre Mad Max et la guerre du feu. Mais par contre, je pense qu'il y a une régression anthropologique en cours. Qu'à un moment, on va toucher l'os, quoi. Et de l'autre côté, je pense qu'on ne pourra pas éternellement, je ne pense pas en tout cas, faire passer le désir consumériste avant la survie collective. Ça nous ramène à notre sujet de la dernière fois sur les pénuries. Et donc je pense qu'à un moment, ce système va s'arrêter parce que quelqu'un l'arrêtera, ou quelque chose l'arrêtera. Et ça se passera exactement, malheureusement, comme ça s'est passé en Russie post-soviétique. C'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient formés dans le moule du boomerisme mental, qui étaient par nature des parasites destructeurs de leur propre société, et qui vont se retrouver face à la réalité. Et pour la plupart, ce sera tellement insupportable que, dans le système, je ne sais pas comment ils vont tourner. Ils vont peut-être, d'ailleurs, ils peuvent même peut-être nous étonner. Ils peuvent devenir ultra-violents. Leur vie, c'est la consommation, tu imagines ? Si on les met d'un seul coup, dans un monde limité, ils peuvent même réagir par la violence. Eux qui ne sont pas capables d'utiliser la violence pour sauver leur gosse, ils peuvent l'utiliser pour sauver un canapé. Ils peuvent nous surprendre. Moi, je parierais plutôt pour un autre truc, exactement ce qui s'est passé en Russie post-soviétique. Ils se sont finis à la vodka. La vodka de patate faite dans la salle de bain. Ah, ça te décollerait le papier peint. Hein. Ils vont s'autodétruire. Alors tu me diras, on ne recrée pas une dimension religieuse comme ça. C'est tout à fait vrai. Une communion humaine, ça se crée pas, ça ne se décrète pas, ça se sécrète. Je pense que de toute façon, on le fera parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'on arrive au dernier stade d'une décrépitude anthropologique majeure. On arrive au dernier stade où nous faisons des êtres humains qui, en série, sont malheureux de ne pas être heureux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du malheur à l'échelle industrielle dont nous faisons un carburant social. Nous avons des individus névrosés, malheureux. Heureusement d'ailleurs qu'on leur a retiré l'expérience du monde de l'au-delà, parce que vu malheureux comme on les fait, on aurait des suicidés sur les trottoirs. S'ils n'avaient pas tellement peur de l'acte physique de se tuer. Parce que c'est ça qui arrête une partie des gens. Hein. Je rappelle qu'on est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, en première chez les 25-35 ans. Avec une très grosse augmentation. Et pendant le Covid, on a même vu des gamins se défenestrer. Toutes mes félicitations. Bravo les boomers.
on va devoir recréer un minimum de sens à la vie. Mais par contre, toute une partie de ce que nous pensons être la civilisation, alors qu'en fait, c'est ce qui l'a défiguré, culte hédoniste, individualisme exacerbé, droit de l'hommisme, individualisme d'individus non individués. Parce que trouve-moi l'individu avec un I majuscule, tu vois, au sens forgétien du terme, pour parler, tu vois, pour faire référence à Philippe Forget. Tu vois, trouve-moi l'individu trouve-moi la vraie individualité là-dedans. Tu parles. C'est des individualités de cochons qui mangent dans la même auge. C'est des gens qui pensent qu'ils ont un surplus identitaire parce que tu te rends compte, aujourd'hui, je suis un raton laveur ambidextre et non-binaire. Non, ça ne veut pas dire que vous soyez dans un phénomène de force mentale. Ça veut dire que vous êtes dans un problème de maladie mentale. Même pas au sens clinique du terme. C'est que vous vous faites tellement chier et le réel est tellement dur à supporter que vous faites une fuite dans l'imaginaire pour vous effacer, vous, avec des identités imaginaires, parce que le réel est trop dur à supporter. Et en réalité, cette fragilité-là, c'est le contre-coup des boomers. C'est le contre-coup du boomerisme mental. Comme on n'a donné aucun repère solide à des gamins, eh bien ils ne sont que fluidité. Or, l'être humain n'est pas fait pour être fluide. L'être humain est fait pour croire en quelque chose. Même pas nécessairement en Dieu, mais au moins croire en la vie. Croire que le soleil se lèvera demain. Croire que quelque chose de bien peut nous arriver. L'être humain, c'est ça. C'est une machine, Manuel de Dieguez, à créer des idoles et à les détruire. Or, tu as paralysé cette faculté d'imaginaire. Résultat, eh bien, tu es face à la société froide, haineuse, de la post-société, de la dis-société libérale. Une société de la haine et de la violence froide. Une société qui pue la mort. Parce que malheureusement, quand tu désenchantes la vie, eh bien la réalité du monde, c'est la mort et la putréfaction. La première réalité de ce qu'il y a dans cette pièce, c'est-à-dire toi et moi, c'est que toi et moi, bientôt, on aura un grand éclat de rire, on deviendra raide comme la justice, après on deviendra froid, et après les vers nous mangeront. Tu veux voir ce que c'est la matérialité pure? C'est la mort. À la fin, c'est elle qui gagne. Tout ce qui a un début doit finir. Or, le problème, si tu veux, c'est que par cette volonté de non-transmission de la vie, ces générations ont amplifié le désenchantement du monde. Par leur culte de la matérialité, par leur dégoût de la spiritualité vraie, pas de l'épicerie de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils adorent le syncrétisme. Pourquoi? Parce que le syncrétisme, c'est quoi? C'est œuf, jambon, fromage, comme dit un, ou salade, tomate, bifton, comme dirait Benoît Hamon. C'est pour ça qu'ils aiment ça. Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de ce qu'est une vérité, de ce qu'est quelque chose qui ne t'appartient pas, et qui en même temps te laisse libre par rapport à elle. Parce que l'avantage des religions telles que nous, peuples celtes, grecs et romains, les avions fait, c'est que tu pouvais être indifférent à Dieu. Les Grecs se foutaient de leur gueule, les Romains aussi. S'il y a une seule beauté dans le christianisme, c'est que Dieu te laisse la liberté de ne pas l'aimer. Avec Yahvé et Allah, je te déconseille. Parce que si tu veux, la force de contrainte n'est pas la même. Il y en a qui ont essayé, et puis Yahvé ou Allah, si tu veux, ils sont légèrement farceurs. Légèrement. Il faut bien comprendre que nous en sortirons parce qu'on n'a pas le choix. Si tu prends le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est un néo-boomerisme à l'usage des petits. Et des petits blancs. C'est l'équivalent des décoloniaux pour ceux qui... C'est-à-dire, vous aussi, vous avez le droit d'être dans la dis-société. Vous aussi, vous avez le droit d'être les parasites du monde. Vous aussi, vous avez le droit de plier le réel à votre volonté, quand bien même le réel, par sa contrainte, vous marche dessus. Et en réalité, tu sais ce que c'est? C'est le fou qui, pour échapper à sa camisole, vit dans un monde imaginaire. À titre personnel, s'il y a une seule phrase dans cette religion qui m'est si étrangère qu'est le christianisme qui est vraie, c'est que la vérité nous rendra libres. Oui, il va falloir réaccepter la mort dans la vie. Oui, il va falloir réaccepter que tout ne soit pas tel que nous l'avons voulu, mais en même temps. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage personnel. Moi, s'il y a bien une chose dans laquelle j'ai cru plus qu'en n'importe quoi, c'est en la mort.
Et je dois dire une chose, c'est que ma fille m'a délivré de ça. Parce que je sais que le peu de choses bien que j'ai été me survivra. Et c'est psychologiquement une délivrance. Parce que il faut savoir agir pour soi et pour les siens. Et se dire qu'on est nous-mêmes un passage. Et accepter que le soleil se lèvera demain derrière nous. Alors tu me diras, c'est terrible. Ça veut dire, et c'est d'ailleurs une partie du boomerisme, c'est-à-dire, c'est quoi la phrase du boomer? C'est très simple. C'est la phrase de Scarface, The world is yours, non? Tu t'en es pas rendu compte, mais tu n'es même plus riche en monde. Tu es décentré, tu n'es même pas ton propre monde. Michel Clouscar l'avait très bien dit. Tout est permis, rien n'est possible. C'est votre monde. Tout est permis, mais rien n'est possible. The world is yours, jamais. Serge Lama l'avait dit dans une chanson magnifique, qui est une de ses plus belles, qui est « Je vous salue Marie ». L'homme est sans le savoir, une secte à lui seul. Au sens religieux. Éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir, une secte à lui seul. Et se dire qu'on est soi-même un grand mystère. C'est là où il faut reprendre ce que d'ailleurs une partie, la meilleure partie de la génération des années 60, celle qu'on a oubliée, celle qui est allée chercher la sagesse au bord de l'Indus, qui n'a rien trouvé parce que tout simplement, ils se sont décentrés. Ils ont cru que les yogis allaient leur donner des trucs, mais les yogis se donnent des trucs à eux. Moi, j'admire les moines, les bonzes, quand je vais au Cambodge. Mais tu te rends compte que quand ils psalmodient, c'est en vieux khmer. C'est un langage que même eux ont du mal à traduire. Tu vois, donc si tu veux, c'est pas là où il faut aller chercher, dans la source de ce que nous sommes, pour pouvoir ensuite parler le fameux dialogue racine à racine, disait Malraux, avec les hommes qui cherchent le réenracinement dans d'autres terres. C'est le seul moyen que la pathologie de décentrement de l'Occident, dont l'aspect générationnel a été le boomerisme mental, cette maladie de l'impérialisme culturel qui nous a déracinés pour pouvoir déraciner les autres, qui nous a d'abord déracinés nous, et nous avons déraciné les autres. Simone Veil le disait, tout ce qui est déraciné déracine. Nous y arriverons. Par nous, pour nous, peut-être. Pour nos enfants surtout. Soit tout se terminera, et donc d'un côté le boomerisme aura gagné, c'est-à-dire qu'il aura écrit la dernière page de l'histoire de l'Occident. À l'heure où on parle, c'est possible. Soit le laurier refleurira. Ou alors, nous irons vers une dégénérescence anthropologique, et si c'est le cas, mieux vaut qu'on y aille totalement. Mieux vaut qu'on devienne les individus youmiens, sans mémoire, sans grandeur, rien. Mieux vaut qu'on devienne des individus d'instant pur. Mieux vaut qu'on aille au bout de la civilisation du poisson rouge, parce qu'au moins un poisson rouge ne regrette jamais rien. Après, cela fait peut-être des miens les derniers humanistes, mais j'estime que quand l'homme s'est évadé de sa condition zoologique stricte, ce qui n'en fait pas un non-animal, mais zoologique strict, l'homme s'est donné non pas un droit sur les autres espèces ou sur le monde, l'homme s'est donné un devoir. Et j'estime que la vie des hommes vaut par les devoirs qu'ils se donnent. C'est une manière de voir la vie. Et j'espère que cette manière reviendra. Parce que elle ne s'est pas éteinte il y a si longtemps que ça. Moi, les vieux de mon village étaient comme ça. Et je préfère une société d'hommes qui se disent qu'ils offriront le soleil au leur dans 20 ans, plutôt que de se la couler douce tout de suite. Je préfère ça, non pas par puritanisme. À un moment, il faut que, que l'élan vital s'exerce. Mais parce que nous faisons partie d'un tout, et que la responsabilité est la contre-coup de quelque chose d'extraordinaire, qui est de se dire qu'une parcelle de nous
dans ce grand tout qui est infiniment plus grand que nous, nous survivra pour toujours. C'est la seule promesse d'éternité qui peut être tenue. Merci à tous d'avoir regardé cette première partie. Pour ceux qui veulent poursuivre, la deuxième partie est dans le lien ci-dessous. Pour ceux qui veulent être en contact avec nous, vous pouvez nous écrire cerclearistote@gmail.com pour être tenu au courant des activités. Vous pouvez aller sur Telegram, notre groupe Telegram est assez actif. Vous pouvez surtout aller dans notre Discord, le très actif Discord du Cercle Aristote, avec des conférences faites par l'équipe Discord que vous retrouverez bientôt en vidéo. Vous avez notre Twitter, vous avez notre Facebook, vous avez notre Gettr, le nouveau réseau social. Vous aurez bientôt d'autres réseaux audio et vidéo. Donc, suivez-nous tous azimuts sur la chaîne YouTube, bien évidemment. N'oubliez pas la cloche. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez du référencement, mais surtout la cloche parce que nous avons tendance à disparaître de temps en temps. Nos amis de l'algorithme sont facétieux. Ceux qui veulent et vous voulez vous voulez beaucoup nous aider et nous vous en remercions. Déjà, vous pouvez regarder la deuxième partie. Vous avez été très nombreux à le faire la première fois. Merci, on ne s'attendait pas à en avoir autant. Mais merci de continuer à nous aider. Ça nous aide avant tout à régler nos collaborateurs parce que personne ne vit d'eau fraîche et d'amour, même si vous nous en donnez beaucoup. N'oubliez pas, pour ceux qui le veulent, la saison des déductions fiscales termine le 31 décembre. Donc vous pouvez nous faire un virement, vous nous envoyez un courriel cerclearistote@gmail.com. On va vous guider ou par chèque à une adresse cerclearistote@gmail.com. On vous dira tout. Pour ceux qui le veulent, je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le second, vous pouvez utiliser notre page Tipeee et vous pouvez utiliser faire un don sur le site du Cercle et bien sûr acheter nos livres et particulièrement nos nouveautés dont certaines ont été présentées dans cette vidéo. Merci et à tout de suite dans la deuxième partie.